C'est nous-mêmes, bonjour. Merci d'être l'invité d'Africa Globe TV. Vous êtes professeur de méditation transcendantale. Oui. Justement, c'est de ce que nous allons discuter. Qu'est-ce que c'est la méditation transcendantale? Bon, la méditation transcendantale, merci de m'avoir invité auparavant. Alors, c'est une technique mentale qui vient de l'Inde, où elle existe depuis des millénaires, au moins 3 millénaires. Alors, c'est une technique qui consiste à permettre au corps de se reposer d'abord. En faisant quoi? En permettant à l'attention de remonter graduellement à la source des pensées et d'entraîner en même temps tout le métabolisme physique vers un repos de plus en plus profond. Alors maintenant, ce repos-là est tellement profond qu'il va déraciner les fatigues, les tensions qui sont dans le système nerveux et va atterrir finalement dans un domaine qu'on appelle la conscience transcendantale, qui se trouve au-delà des pensées, d'où le nom de méditation transcendantale. Alors maintenant, ce cheminement vers l'intérieur, d'une part, va apporter au corps un très profond repos et par ailleurs va permettre au système nerveux de s'imprégner de qualités de ce champ, qui sont de la paix, le bonheur, la stabilité, tout ça, et donc qui va donc imprégner le système nerveux et impacter les gestes et les pensées des personnes. Voilà, c'est un peu ça la méditation transcendantale. Ça apporte la santé physique, la santé mentale, un comportement idéal et même il y a un impact sur l'environnement. Voilà. Et la méditation transcendantale, c'est quoi sa particularité? Parce qu'il y a la méditation qui existe dans la plupart des religions. Oui, c'est quoi la particularité de la méditation transcendantale? Bon, sa particularité, c'est que disons, tout ce que nous appelons méditation, souvent c'est de la concentration. Les gens forcent l'esprit à se focaliser sur un point. La méditation transcendantale, sa particularité, c'est de permettre à l'esprit de remonter le cours des pensées pour atterrir dans le champ transcendantal. Donc, en ce sens, elle est différente de la concentration, elle est différente de la contemplation, elle est différente de la plupart des techniques qu'on appelle méditation. Voilà. Alors, c'est une technique naturelle, simple, facile à apprendre et qui a des effets pratiquement immédiats, qui est différent des autres techniques où il faut se concentrer, il faut attendre longtemps avant d'avoir des effets et qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est nous-mêmes qui peut méditer, qui peut pratiquer la méditation transcendantale? Tout le monde peut pratiquer la méditation transcendantale, même les enfants de 3 ans. Parce qu'à partir de 3 ans, l'enfant peut méditer. Bon, une technique de méditation un peu spéciale aux enfants, mais à partir de 10 ans, il méditera comme un adulte, assis, les yeux fermés, pendant un temps déterminé. Tout le monde peut méditer. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez un sourd ou pas, toute personne peut pratiquer la méditation transcendantale. La méditation transcendantale est-elle compatible avec les religions monothéistes, le christianisme, l'islam et le judaïsme? Parfaitement. En fait, c'est une technique. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une croyance quelconque. Donc, que vous soyez musulman, bouddhiste, tout le monde peut pratiquer la méditation transcendantale. Et au contraire, il y a des gens qui disent que quand ils ont commencé à méditer, ils ont eu plus de facilité dans leur religion. Ils ont l'esprit plus clair, ils sont plus concentrés, et ça aide dans la pratique religieuse. Et la méditation transcendantale, dans quelles conditions, faut-il être dans quelles conditions pour pouvoir la pratiquer? Aucune condition particulière. Assis comme moi, sur un fauteuil, sur une chaise, même dans un transport en commun, dans un avion, un train, tout le monde peut pratiquer. Dès l'instant qu'on a reçu la formation, il y a une initiation qui dure quelques jours, dès qu'on l'a reçue, on peut méditer n'importe où. Il n'y a pas de condition particulière. Et ça n'a pas besoin de lieu particulier. Et est-ce que ça ne requiert pas tout de même un environnement calme, silencieux? Bon, il y a un minimum de calme qu'il faut. Bon, d'ailleurs, chez soi, quand on médite, souvent la famille se dit « Ah, il médite, laissons-le tranquille ». Il faut juste prendre un endroit tranquille, dans sa chambre, dans son salon, n'importe où. Maintenant, s'asseoir confortablement, ça c'est important. On ne peut pas le faire coucher, par exemple. On le fait assis, sur la chaise, sur le fauteuil, sur le lit, même sur les nattes de prière, tout le monde peut méditer. Voilà. Donc il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de lieu dédié pour ça. On peut le faire combien de fois par jour et pendant combien de temps de méditation? Un adulte le fera 2 fois par jour, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, 20 minutes avant le petit déjeuner et 20 minutes après le petit déjeuner, tout simplement. Alors pour les enfants, il y a des durées un peu plus courtes, voilà, selon leurs conditions. Voilà. Un adulte, c'est le matin et le soir, tout simplement. Donc, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons Seydou Mbeng, qui est professeur de méditation transcendantale. La méditation transcendantale au Sénégal, elle n'est peut-être pas
bien connue, mais c'est quand même une pratique qui a été introduite, ça fait beaucoup plus longtemps que les gens ne le pensent, depuis le président Diouf. Est-ce que vous pouvez expliquer l'historique de l'introduction de cette technique mentale au Sénégal? Oui, alors le Sénégal a eu, je dirais, la chance d'avoir connu la méditation transcendantale très tôt. Dès les années 80, disons vers la fin des années 80, le président Abdou Diouf avait fait venir une équipe de professeurs de méditation transcendantale. Hein? Il les a amenés d'où? Bon, ils venaient de plusieurs pays. C'était des professeurs francophones. Il y en avait 18. Ils venaient de France, du Canada, de Belgique, de Guadeloupe, beaucoup de professeurs canadiens, francophones plutôt. Alors ils avaient la charge d'instruire tous les prisonniers du Sénégal. À l'époque, je crois qu'il y avait 34 prisons au Sénégal. Dans 31 de ces 34 prisons, on a introduit la méditation d'une manière obligatoire. Il y avait des salles dédiées où il fallait méditer tous les matins, tous les soirs. Alors, les prisonniers et les gardiens également. En fait, toute l'administration pénitentiaire, aussi bien le régisseur lui-même que les cadres de l'administration pénitentiaire, dans les prisons, les régisseurs eux-mêmes, les gardiens et ensuite les détenus. Il y a eu 1000 cadres de l'administration qui ont appris et 12 000 détenus qui ont appris la méditation transcendantale et qui méditaient matin et soir. Quel a été l'effet? L'effet a été spectaculaire à plusieurs points de vue. D'abord, l'atmosphère dans les prisons a changé radicalement. Il y avait moins de tension. Vous savez, les prisons, c'est un lieu de stress par excellence. Les gens sont là pour une longue période, ils sont mécontents, ils se bagarrent pour rien. Alors quand on a introduit la méditation transcendantale, l'atmosphère s'est détendue. Les gens sont devenus plus cordiaux, il y avait moins de bagarres, moins d'insultes, moins d'admissions même dans l'infirmerie. Il y avait moins d'insomnie, moins de consommation d'aspirine, tout ça. Et surtout, l'effet le plus tangible a été la baisse du taux de récidive. Parce que ce qui remplit les prisons, en fait, ce qui les remplit, c'est les allers-retours. Les détenus qu'on libère, ils ne savent rien faire d'autre, ils commettent des délits, ils reviennent. Alors quand ils ont appris à méditer, ce taux a été divisé par 4. Il est passé, je crois, pas loin de 70% à 20-30%. Au point qu'on a même dû faire fermer les prisons. Il n'y avait pas de pensionnaires. Alors le taux de récidive a beaucoup baissé. Et ensuite, les prisonniers qui sortaient, ils étaient réhabilités en prison. Ce qui fait que quand ils sortaient, ils créaient des familles, ils fondaient des familles, ils cherchaient des emplois et ils s'inséraient dans la société. Ce qui est différent de l'époque précédente, où un détenu qui sortait, il ne sait rien faire d'autre, il commet un autre délit, il revient. Voilà, maintenant, la donne avait changé. Et maintenant, il y a un effet même sur l'environnement social. Parce que cette technique a un effet sur l'atmosphère. C'est-à-dire quand plusieurs personnes pratiquent, ils génèrent de la cohérence autour d'eux. Alors maintenant, quand ils sont 12 000, comme dans les prisons, la cohérence était tellement importante que ça a impacté même la pluviométrie. Paradoxalement, le Sénégal n'a jamais produit autant d'arachides que pendant cette période-là. Vous me direz où est le lien? Elle a duré combien de temps, la période? Cette période a duré de 1987 à 1989, disons, voilà, un peu moins de 3 ans. Voilà. Il y a eu des problèmes de budget, voilà, qui ont fait que ça n'a pas été conduit, mais pendant 3 ans au moins, ça s'est tenu. Donc c'était une question de budget? Question de budget, je crois. Parce qu'au début, il y a eu des sponsors qui finançaient cela. Il était question que l'Assemblée vote une loi, etc., pour qu'on l'intègre dans les dépenses de l'État. Bon, ça a été reporté 2 ou 3 fois. À la 3e fois, disons, le bailleur s'est arrêté, quoi. Parce qu'il fallait loger, il fallait payer 18 professeurs, les loger, les nourrir, les fournir en infrastructure. Il y avait beaucoup de dépenses qu'il fallait faire. Alors pendant 3 ans, d'autres personnes les ont faites pour le Sénégal. Mais au bout de ce terme-là, ils sont arrêtés. Vous disiez que ça avait également un effet sur l'atmosphère. Est-ce que un quartier comme Rebeuss, où justement se trouve la prison, où il y a beaucoup de bruit également, fait des travailleurs, est-ce que quand on introduit la méditation transcendantale dans ce quartier, qu'est-ce que ça peut changer? Ça change, ça dépend bien sûr du nombre de détenus qui méditent. Ça change non seulement l'atmosphère dans la prison, l'atmosphère dans le quartier et l'atmosphère dans tout le pays. Il y a une loi, disons une constatation qui a été faite dans les universités importantes qui dit que si 1% de la population d'un pays, d'une ville, pratique la méditation transcendantale, il génère tellement de cohérence qu'on constate une baisse de toutes les tendances négatives. Il y a une baisse de la criminalité, une baisse des agressions dans les rues, des suicides, des faillites d'entreprise, des divorces, tout ce qui est négatif et même des accidents de la route. Alors maintenant, si la racine carrée d'1% de cette même population pratique une technique de méditation plus avancée, on a le même résultat. Ce qui fait que c'est une technologie qui permet, disons, d'assainir l'environnement. Voilà. Si à Rebeuss, les détenus méditent, ils génèrent de la cohérence qui va même au-delà du quartier de Rebeuss.
Il y a des statistiques qui ont été faites qui montrent tout ce qui est négatif qui baisse, tout. Même les admissions dans les hôpitaux, le chômage baisse, la consommation d'alcool, chez même des gens qui ne sont même pas au courant de ce projet. Ils subissent l'influence positive. Dans la littérature, on dit que c'est une technique qui a été validée scientifiquement parce que dans le monde, plus de 600 recherches scientifiques ont été réalisées dans 250 universités et instituts de recherche médicale de 33 pays. De 33 pays qui confirment l'étendue des bienfaits du programme de méditation transcendantale au niveau du corps, de l'esprit et du comportement. Et on précise également que plus de 350 de ces recherches ont été publiées dans des revues scientifiques de renom. Et alors, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que finalement ce n'est pas tout un ensemble, l'ensemble du corps humain qui va mieux se porter sur le plan physique et mental avec cette technique? En fait, la méditation transcendantale va régénérer la personne dans tous ses aspects. Ce n'est pas seulement un tel domaine qui va être régénéré, c'est disons, le mental, le physique, le comportemental, l'environnement, tout. Et comme vous l'avez dit, c'est une technique qui a fait l'objet de beaucoup de recherches scientifiques. Vous avez quand Maharishi, c'est le fondateur, a voulu vulgariser cette technique et qu'il est allé aux États-Unis. Les Américains, comme ils sont sceptiques, ils ont voulu tester cette connaissance-là. Alors ils ont amené toute une flopée de scientifiques qui ont analysé les effets de cette méditation dans tous les domaines du savoir de l'époque. Et c'est ainsi, comme vous l'avez dit, il y a eu au moins 600 recherches scientifiques qui ont été faites. Alors quand ces recherches ont été publiées, là c'était le rush, tout le monde a compris que ce n'était pas une rêverie, une idéologie, c'était une technique scientifique. Et là, tout le monde a voulu apprendre. Bien sûr, il n'y avait pas assez de formateurs, il a fallu rapidement former des professeurs, créer des centres de méditation, et maintenant répandre ça à travers le monde. Et les gens ont vu tout de suite que ça correspondait aux besoins. Ça correspondait aux besoins de santé physique, les gens avaient des problèmes d'insomnie, d'hypertension, d'agressivité. Tout cela se réglait rapidement avec la méditation transcendantale. Alors les maladies physiques également, les maladies cardiovasculaires, les maladies psychosomatiques, tout était traité par ces techniques. Et ensuite, on a compris que cette technique, pratiquée à large échelle, bénéficiait à l'environnement. Ça pacifiait l'environnement, ça amenait l'harmonie dans les populations. Et même tout à l'heure, j'ai parlé de la pluviométrie. Ça amène de l'équilibre dans la nature. Les pluies tombent à temps, il y a des pays où il pleuvait trop, il s'est mis à pleuvoir moins. Il y a beaucoup de rééquilibrage qui s'est fait dans l'atmosphère parce que les personnes qui méditent génèrent par leur cerveau des effets de cohérence dans l'environnement. Voilà. Donc c'était vraiment la technique idéale pour régler les problèmes de l'humanité. Oui, vous avez évoqué tantôt le nom du fondateur Maharishi qui est d'origine indienne. Alors lorsqu'il a dit de populariser cette technique, je pense que le groupe Les Beatles l'ont aidé en cela. Est-ce que ce n'est pas ça qui a propulsé la technique pour qu'elle soit adoptée par le monde? Oui. Bon, ça a été un coup de pouce important, parce que quand Maharishi est venu, c'était un inconnu, c'était disons un ou de plus en sandales et en turban. Alors quand il est venu, il a fait des conférences dans des endroits aux États-Unis et par hasard, le groupe de rock Beatles que vous avez cité était dans l'assistance. Ils ont tellement aimé ce qu'ils ont entendu qu'ils ont arrêté leur tournée et qu'ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi jusqu'en Inde. Et comme à l'époque, c'était du temps de l'apogée des Beatles, ils étaient au sommet de leur art, tout le monde a voulu faire comme eux. Comme ils appelaient Maharishi le gourou des Beatles. Comme les Beatles aimaient ça, tout le monde a voulu pratiquer. Et ça a été vraiment le coup de pouce qu'il fallait pour lancer le mouvement de méditation transcendantale. Voilà. Je remarque également que des célébrités comme Angélique Kidjo, David Lynch, Oprah Winfrey et plein d'autres pratiquent cette technique-là. Ça veut dire que ça, vraiment, c'est bien fait parce que ce sont des gens qui fonctionnent à 100 à l'heure. Ça apaise les tensions, c'est cela. Ah oui, c'est très utile pour les gens occupés. Et comme vous dites, beaucoup de célébrités, il y en a même qui ont créé des fondations pour financer la méditation transcendantale. Quelqu'un comme David Lynch, le cinéaste américain, il a compris que beaucoup de personnes de milieux défavorisés n'ont pas les moyens d'accéder à la formation, à la méditation. Alors sa fondation finance la méditation dans les classes sociales défavorisées, dans les prisons et surtout dans les écoles. Lui, il a beaucoup aidé des écoles à implanter la méditation transcendantale. Et dans les écoles, pour un élève, un étudiant ou tout autre apprenant, c'est quoi les bienfaits de cette technique? Vous savez, ce qu'on peut appeler la tare congénitale du système éducatif,
c'est de commencer par insérer des savoirs à l'élève. L'élève vient le matin, on lui met des mathématiques, de la physique, mais sans préparer le contenant. Alors la méditation transcendantale permet de préparer, d'aménager le cerveau de la personne, d'enlever le niveau de stress, diminuer le niveau de stress, d'augmenter la stabilité émotionnelle, d'augmenter l'intelligence, avant maintenant d'amener le contenu du savoir. Alors beaucoup d'écoles l'ont compris maintenant, dans des dizaines de pays dans le monde, maintenant on a introduit la méditation transcendantale, bon, comme une pratique qu'on fait le matin avant le début des cours et à la fin des cours. Voilà. Donc généralement c'est 10 minutes, 10 à 15 minutes. Tous les élèves, sous la direction des professeurs, s'assoient, ferment les yeux et pratiquent pendant 10 minutes avant de commencer les cours. On s'est rendu compte tout de suite que l'élève devenait plus intelligent, plus éveillé, plus créatif. Et ils avaient les meilleures notes dans les pays où c'est implanté. Voilà, il y a des écoles qui ont fait des témoignages. Dans les concours nationaux, les élèves qui pratiquaient la méditation dans leur école avaient souvent les meilleures notes. Voilà. Donc ça se répand de plus en plus. Même au Sénégal, il y a des écoles qui pratiquent. Et dans la sous-région, il m'est arrivé d'enseigner dans des pays comme le Mali, etc., dans des écoles.